Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le mardi 27 novembre. À la une de cette édition, une clinique privée va voir le jour à Mayotte. En effet, l'ARS a lancé un appel d'offres pour la création d'un pôle de santé privé sur le territoire. Depuis quelques mois, Dominique Tian, ancien député, homme d'affaires et chef d'entreprise, souhaite investir à Mayotte. Cet appel d'offres tombe à pic puisque le conseiller municipal de Marseille possède déjà plusieurs cliniques privées en métropole et travaillait sur un projet similaire sur le territoire. Ce matin, nous le recevions sur notre plateau afin d'en savoir plus sur la création de cette future clinique que l'ARS pourrait lui confier. Un sujet signé Leslie Vimenet. Depuis quelques semaines, nous relayons l'information selon laquelle Dominique Tian souhaite créer un centre de rééducation fonctionnelle et de chirurgie ambulatoire à Mayotte. Désormais c'est officiel, l'ARS vient de lancer un appel d'offres pour offrir au département une structure indépendante du CHM visant à renforcer l'offre de soins. Dominique Tian nous parle de son projet. On va répondre à l'appel d'offres. Donc, a priori, ça va être des soins de suite. Voilà, le soin de suite, il n'y en a pas ici. C'est quoi? Bon, soins de suite, c'est toutes les personnes qui ont besoin d'être hospitalisées. Bon, probablement, parce qu'ici, il y a des maladies. Je pense au diabète, je pense aux problèmes de cœur, je pense à l'ensemble des problèmes, des cancers qui peuvent exister, l'AVC ou d'autres maladies qui demandent une hospitalisation. Et ensuite, nous, notre spécialité, c'est aussi les soins ambulatoires. On rentre et on sort dans la même journée. Voilà. Et là, il y a beaucoup de besoins, et notamment en rééducation fonctionnelle, parce qu'il n'y a pas de centre de rééducation fonctionnelle. Vous êtes opéré ici, et puis après, il faut qu'on vous soigne. Actuellement, il n'y a pas d'autre solution que d'être soigné probablement à La Réunion, très probablement, ou par du Guinée de Ville, et ils font bien leur boulot, mais il y a parfois un besoin d'appareillage beaucoup bien supérieur, et donc nous on fournit un plateau technique, c'est le centre Le Grand Large à Marseille, qui est un centre assez connu, où on traite une centaine de malades tous les jours, de manière intensive, mais ils rentrent le soir chez eux. Alors ici, la version, c'est qu'ils peuvent rentrer chez eux, ou ne pas rentrer chez eux suivant leur état. Dominique Tian possède déjà le terrain à Kaweni. En effet, à travers la délibération du 19 septembre dernier à la mairie de Mamoudzou, un terrain communal a été cédé pour 1,5 million d'euros. Si ce projet est retenu, cette clinique privée va s'étendre sur une surface de 6500 mètres carrés et pourrait également accueillir un hôtel. Beaucoup de malades sont stressés par le fait d'être hospitalisés ou opérés. Bon, donc ils arrivent la veille, par exemple, ou ils repartent parce qu'ils sont pas en état de repartir, ou ils ont un stress, ou parce que les familles les accompagnent, ou parce qu'il y a les aidants aussi. Beaucoup de gens sont des personnes qui sont aidées. Il faut donc loger ces personnes. Et donc c'est vrai qu'à Marseille notamment, c'est mis au point à Grenoble, etc. Donc c'est vrai qu'on dit aux gens, bah, écoutez, vous allez dans un hôpital, ou même vous avez aussi une structure hôtelière pour les gens qui vous accompagnent. Bon, la Sécu nous accorde un prix qui est un prix un peu faible. Bon, ça c'est normal parce qu'il y a une vocation sociale et c'est lié à l'activité de l'hôtel, à l'activité de la clinique. Mais cet hôtel, c'est quand même moderne. Voilà, c'est moins cher que d'être hospitalisé dans un hôpital. Bon, c'est pas la même surveillance, mais globalement, c'est très adapté aux gens qui vont venir se faire opérer ou aux gens qui sont en soins, à qui on rend visite. Coût du projet, plus de 10 millions d'euros. Reste maintenant à convaincre des médecins de venir à Mayotte. Mais là encore, Dominique Tian assure avoir tout prévu. Il y a des médecins qui ont envie de venir, bon, qui veulent exercer dans de bonnes conditions, qui veulent aussi avoir les rémunérations qui vont avec, mais ça c'est normal. Mais vous savez, ce point d'attractivité, il n'est pas qu'à Mayotte, il est partout en France. Voilà, on a un vrai souci d'attractivité parce qu'il y a de moins en moins de médecins qui veulent s'inscrire à titre libéral, bon, on peut comprendre aussi pour un tas de raisons, mais qui cherchent des structures pour s'héberger. Alors ceux qui pourraient s'étonner, par exemple, en disant, mais oui, mais vous verrez, la mairie met en quelque sorte à disposition un terrain. Non, ils nous le vendent et c'est 1,5 million. Ouais. Bon, mais pourquoi ils font ça aussi? Ils savent très bien aussi que l'offre de soins est telle, et en termes d'emploi, ça veut dire aussi qu'il y a des emplois qui vont être créés, beaucoup d'emplois. Donc notre idée, c'est de faire venir des médecins, des praticiens, dans un premier temps de métropole, qui viendront dans un cadre très professionnel, exercer. Et ça, c'est quand même attractif aussi de savoir que on va travailler dans des conditions qui sont parfaites. Donc on n'est pas en concurrence avec l'hôpital. Le projet est d'envergure et la première clinique privée devrait ainsi voir le jour en 2023, sur une île encore et toujours qualifiée de désert médical. On poursuit cette édition avec la réunion pour un bilan météorologique qui a eu lieu ce matin à l'hôtel de ville de Mamoudzou. Comme chaque année, la préfecture organise une conférence débat pour informer particuliers et institutionnels sur les gestes préconisés en ce début d'été austral. Une action qui se poursuivra samedi lors de la journée finale de la semaine dédiée à la sécurité. Une piqûre de rappel pour la population qui pourrait, selon Météo France, être exposée à de fortes précipitations supérieures aux moyennes des années antérieures. Le point avec Marion Tellier.
La saison des pluies peut être annonciatrice de dangers, des risques chaque année présentés par la préfecture et Météo France à l'occasion d'une conférence informative. Houle, vent, pluie, orage, autant d'aspects à anticiper pour assurer la sécurité des Mahorais. Le paramètre le plus important, ce sont les précipitations associées à des orages qui peuvent produire en l'espace de très peu de temps des cumuls de précipitations très intenses et qui sont susceptibles de provoquer des glissements de terrain, des inondations, des débordements de ravines. Une resensibilisation aux bons gestes et aux bonnes démarches à effectuer. Se préparer. C'est-à-dire tout simplement, par exemple, pour un particulier, élaguer ses arbres, vérifier que sa toiture est en bon état, vérifier que chaque particulier a bien ses éléments de réserve au cas où. Donc voilà, c'est des petites choses très simples, mais qui doivent faire partie maintenant de la routine en mode quand on entame notre saison cyclonique. La préfecture rappelle qu'à cette période de l'année, les particuliers ne sont pas les seuls concernés par ces mesures de prévention. Les acteurs institutionnels sont tenus de relire le plan Orsec cyclone et vérifier que l'ensemble des informations contenues dans ce document sont bien à jour. Typiquement, par exemple, les numéros de téléphone d'alerte sont bien les bons. Pareil pour les plans communaux de sauvegarde que certaines communes ont déployés sur Mayotte. Un point météorologique qui s'est achevé par l'annonce des prévisions saisonnières de Météo France. Mayotte connaîtra une saison cyclonique a priori moins intense que celle des années précédentes. Concernant la saison des pluies, elle devrait débuter dès la mi-décembre. Les prévisionnistes météorologistes estiment des précipitations supérieures aux moyennes des années précédentes. Parlons tourisme maintenant. Le Petit Futé est un groupe d'édition français et une collection de guides touristiques français et internationaux. Sa déclinaison à Mayotte existe depuis plusieurs années et connaît un renouvellement tous les 2 ans. À ce titre, l'île accueille actuellement Laurent Bochereau, qui est chargé de trouver les bons plans qui figureront dans le Petit Futé 2019. Pour ce faire, il part à la rencontre des restaurateurs, commerçants, opérateurs touristiques et autres hôteliers, afin que les touristes, locaux ou extérieurs, puissent trouver rapidement une adresse qui leur convient. Écoutons Laurent Bochereau lors de la matinale de Coésie. On a un tourisme affinitaire, un petit tourisme d'agrément et surtout une grande population et beaucoup d'expatriés qui sont sur place et qui vivent et qui ont besoin d'avoir des adresses pour se loger, pour manger, des idées d'escapade week-end, etc. Donc pour ça c'est un support important. Généralement, on met ce qui nous plaît. Voilà, on a l'époque de mettre les avis aussi défavorables, les pas futés de l'année comme on avait fait à une époque. On le fait plus. C'est fini ça. Voilà, parce qu'en plus on est toujours aussi tributaire des turnovers, des changements de propriétaires, etc. Comme l'édition est pendant 24 mois sur le marché, on peut pas non plus sacrifier un professionnel si jamais le truc est repris par quelqu'un. Donc on ne trouve que du positif dans le Petit Futé. Généralement, voilà. Après, il y a des mises en garde au niveau sécurité, au niveau des attitudes à avoir. Comme partout dans le monde de toute façon, mais généralement les adresses c'est nos coups de cœur. C'est décliné en différentes catégories. Donc pour l'hébergement on a le bien et pas cher, le confort charme, le luxe. Pour les restaurants on a aussi la partie bien pas cher, les bonnes tables, les restaurants de spécialité. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale de ce mardi 27 novembre. La FEDOM, Fédération des entreprises d'outre-mer, a décidé d'exprimer sa colère. En cause, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019. Il y a quelques semaines, la ministre des Outre-mer avait reconnu que le compte n'y était pas. Depuis, les sénateurs ont refusé le texte du gouvernement, et ce, quelle que soit leur appartenance politique. Devant les sénateurs, la ministre s'était ainsi engagée à revoir son projet avant la fin des discussions parlementaires. Néanmoins, le Premier ministre n'a pas validé l'engagement de la ministre des Outre-mer. Le projet de loi qui passe actuellement en deuxième lecture à l'Assemblée nationale fait donc grincer des dents. La FEDOM écrit ainsi, je cite, « Les économies domiennes vont vivre des mois et des années difficiles. Ce sera au détriment du développement économique et surtout de l'emploi. Ce projet condamne au sous-développement, au chômage de masse et donc à l'assistanat. Gageons que chacun saura se souvenir de ceux qui en seront les responsables. » Le 6 novembre dernier s'est tenue en mairie de Chirongui la réunion mensuelle sécurité-délinquance. À l'ordre du jour, bilan et échange d'informations entre les services de la police municipale et les services de l'État, mais également information sur l'arrêté d'interdiction de consommation d'alcool sur la voie publique. Sur ce deuxième point, la mairie a lancé une invitation aux commerçants
qui vendent de l'alcool sur la commune afin de leur présenter l'arrêté municipal d'interdiction de consommation d'alcool sur la voie publique et de rappeler aux commerçants la législation et les obligations de ces derniers sur la vente d'alcool, interdiction de vendre aux mineurs, respect des heures de vente d'alcool, affichage, etc. Il a été rappelé aux commerçants leurs responsabilités. La commune leur demande par ailleurs de signaler tout comportement ou fait suspect au service de gendarmerie ou de police municipale. La CGT Éducation a décidé de prendre une nouvelle fois la parole pour dénoncer l'attractivité du territoire. Par le biais d'une lettre ouverte destinée au vice-recteur, le syndicat dénonce les injustices faites au personnel en la matière. Parmi les problèmes soulevés, le non-paiement des salaires pour les personnels en congé maternité ou encore la reprise en compte de l'ancienneté. Cette question de l'AGS est toujours d'actualité pour le syndicat qui demande l'application de l'accord trouvé à Paris en juin 2016 afin de clôturer une bonne fois pour toutes ce dossier. La CGT conclut en ces termes, je cite, « Enfin, nous vous alertons de nouveau sur la situation de nos collègues malades qui sont sanctionnés financièrement. Les malades ne sont pas des coupables. Il est nécessaire de prendre en compte la situation sanitaire réelle de notre département pour mettre fin à cette pratique injuste et discriminatoire. Comment le passage de vice-rectorat à rectorat pourrait-il se faire sereinement dans ces conditions ? Monsieur le recteur, sans évolution sur ces dossiers, un conflit social est inévitable à la rentrée de janvier. » On termine ce journal avec les 3e rencontres territoriales de la protection de l'enfance qui ont débuté aujourd'hui. Jusqu'à jeudi et dans la continuité des 2e rencontres territoriales de la protection de l'enfance de la Guyane en novembre 2016, cet événement a pour vocation d'encourager l'échange entre tous les acteurs de la protection de l'enfance territoriaux, régionaux et nationaux, afin notamment d'activer tous les leviers nécessaires à la mise en œuvre du schéma départemental de l'enfance et famille 2017-2021 et renforcer une dynamique partenariale. La programmation repose sur 3 temps forts, pensés pour favoriser les échanges. L'ensemble des tables rondes et ateliers vont se tenir durant ces 3 jours au sein du Centre universitaire de Mayotte, partenaire de l'événement. Amina Ariti et Daniel Deragakora. Rassembler les acteurs de la protection de l'enfance et faire émerger une réflexion interrégionale permettant de répondre aux enjeux des différents territoires. Ce sont là quelques-uns des objectifs poursuivis par les 3e rencontres territoriales de la protection de l'enfance. Organisées cette année par le Conseil départemental de Mayotte, l'événement a débuté ce matin et se tiendra jusqu'à mercredi. Si on devait appliquer les textes tels quels à Mayotte, je pense qu'on devrait mettre peut-être les 3/4 des enfants de Mayotte en placement parce que le danger s'apprécie à la fois sur donc, la santé, la moralité, l'éducation. En effet, lorsque l'on observe le nombre d'enfants ayant des conditions de vie particulièrement précaires, la question de leur protection se pose avec la plus grande acuité. Logement indécent, pas d'accès à l'eau potable ni à l'éducation, autant d'éléments qui démontrent qu'un enfant peut être en danger tant dans son environnement familial qu'en dehors de celui-ci. Pour les travailleurs sociaux, la tâche est considérable, mais des efforts sont sans cesse consentis afin de répondre au mieux aux enjeux en présence. Et si pendant des années le département a dû assumer seul cette charge, il en est désormais autrement. Il est nécessaire de mettre en place un service d'aide à l'enfance. Ça a été mis en place par le département, à l'époque où c'était facultatif. Après, c'est devenu obligatoire à compter de 2009. Donc aujourd'hui, grâce aux moyens alloués à cette cause, de nouvelles perspectives peuvent être envisagées. Pour exemple, un appel à projet vient récemment d'être lancé en vue de la création d'une MEX, une maison pour enfants à caractère social. Les choses semblent donc en bonne voie. Aussi, en raison du retard accumulé en la matière, les acteurs concernés vont devoir se montrer patients. Et même si chaque territoire a ses particularités, le 101e département pourra notamment nourrir ses réflexions grâce aux interventions de personnalités qui ont fait le déplacement depuis l'Hexagone et les autres DOM. Nous avons à la fois des collègues qui viennent des Outre-mer, mais surtout nous avons aussi des techniciens, des spécialistes de la question de la protection de l'enfance qui viennent au niveau national, notamment messieurs comme Rosenzweig, Verdier, qui sont des personnes qui font partie de ceux qui font les lois finalement, parce que même si ce n'est pas des élus, mais quand les décisions doivent être prises dans chaque domaine, on consulte les spécialistes et ils font partie de ces personnalités-là qui sont consultées par les ministères quand il y a une loi qui se met en place. Donc c'est super important d'avoir des messieurs comme ceux-là sur le territoire pour qu'ils puissent connaître encore mieux notre réalité et on sait que ça pourra nous aider au moment de l'élaboration des lois. Ateliers, tables rondes et groupes de réflexion vont ainsi se succéder durant ces 3 jours avec l'implication des différents acteurs concernés. Reste maintenant à espérer que des pistes, voire des solutions en ressortiront et que ces dernières se matérialiseront à court ou moyen terme par la mise en place d'outils adaptés aux réalités du terrain.
C'est la fin de votre journal. Tout de suite, la suite de nos programmes. Bonne soirée, à demain.